moment dans le livre, quand justement votre grande sœur, Fichatou, se plaint à votre mère, je crois qu'elle la traite de chioma. Chioma. Voilà, et vous écrivez en bas que ça signifie impur. Oui. Donc je voulais vous demander donc la place aussi de, enfin, la place qu'a justement ce côté pur et peut-être de virginité et tout qui est assez adulé et qui est connoté en fait quelque part à l'excision. Oui. Effectivement, il y a la tradition malinké donnait une place, continue de donner, même si c'est plus codifié, donne une place d'honneur à la virginité. Parce qu'on se dit que tu as respecté ta famille, tu es arrivé vierge au mariage, tu es arrivé pur au mariage. Il faut faire attention. La virginité et la pureté ne sont pas pareilles. Parce que la pureté, c'est le fait de t'exciser, parce que le mot chioma veut dire que tu n'es pas excisé. C'est-à-dire donc tu es impur. Or, le fait de t'exciser, c'est comme si on t'avait fait un bain rituel où on t'avait sorti maintenant pur. Et maman le disait, elle le disait à Fichatou, on ne dira pas de mes filles que c'est des chiomas. Oui, c'est des filles qui ne sont pas excisées. On apprend aussi qu'il y a des castes dans le Nord. On apprend l'impact que ça a eu sur elle, sa vie, sur sa vision aussi des choses. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette relation donc, par rapport à la culture, donc par rapport au caste, l'impact que ça a eu sur la vie de votre mère et que ça peut avoir sur d'autres personnes, bien sûr, dans le choix de s'exciser? Ma mère était fille d'esclave. Son père Vaseko a été vendu après la débâcle de Samori Touré. Il arrive dans le Wolodo en tant qu'esclave. Il est vendu dans une famille noble. Il épouse une femme qui vient d'un petit village de seconde catégorie. Ensemble, ils donnent naissance à ma mère et à sa grande sœur. Et malheureusement pour ma mère, Vaseko n'a pas longue vie. Il décède très vite. Sibima, qui est la mère de maman, doit attacher le pain. Ma mère ne part pas à l'école, j'explique dans le livre le pourquoi. Mais elle estime que plus tard qu'elle pouvait prendre sa revanche sur la vie. Ma mère, toute analphabète qu'elle était, avait décidé que nous devions quitter sa maison avec le baccalauréat. Et particulièrement avec cette pression sur nous les filles, ma mère, toute analphabète qu'elle était, connaissait nos dates d'examen, allait à la rencontre de nos enseignants, pas pour leur dire de nous caresser dans le sens du poil, hein, pour leur dire de bien nous appuyer parce qu'elle veut des enfants avec des diplômes. Et donc, conserver l'excision, conserver sa tradition, sa culture, faisait partie, je dirais, de son devoir de transmission. Elle a fait plus qu'il fallait. Parce que pour elle, demain, quand elle ne serait pas là, on ne dira pas que les filles de Norobinga ont échoué. On se rend compte dans le livre que votre père était comme un allié pour vous. Vous avez une très belle relation, une très grande complicité. On découvre un homme qui est très éduqué. Je trouve que son personnage reflète un peu... Enfin, c'est un peu comme l'illustration de l'impuissance que l'on peut ressentir, que certaines personnes qui veulent lutter contre l'excision ressentent quand ils essaient de s'opposer donc aux pratiques et donc à la tradition. Mais est-ce que vous pouvez juste revenir un peu sur la relation que vous avez avec votre père? Mon père et ma mère, c'est les deux faces d'une pièce. Mon père était très libre, il était très lecteur, mais en même temps, il était culturel. Et je l'ai dit dans le livre, il n'a jamais su dire non à sa mère, jamais de la vie. Il n'a jamais dit non à Yamalonga. Et donc, en sortant ce joker, la maman savait que c'était avec ce joker-là, elle allait avoir l'excision. Quelque part, il était impuissant face à cette force-là. Et quelque part, imaginez-vous dans une maison de retraite d'excision, on nous apporte du chocolat. Et chaque fois qu'il descendait du boulot, avant de venir nous voir à la maison des excisés, pendant tout le temps, il restait très loin, il nous observait. Mais il venait, je me dis, c'était une manière pour lui de se racheter. Et une manière de dire pardon pour l'acte posé et qu'il était vraiment impuissant. Et cet aspect éducationnel-là, je mets cela en avant pour dire aux uns aux autres qu'on a tous quelqu'un qui nous maîtrise. Il y a toujours quelqu'un à qui on ne dira jamais non. Ça, c'est la réalité de la vie. C'est vrai. Ma grand-mère et ma mère croyaient en l'excision parce que c'était le moule dans lequel elles avaient grandi. Et donc cette culture, ma mère le disait, ne sera pas le maillon faible de la transmission. La chaîne de transmission n'allait pas se casser à son niveau. Pour elle, ce n'est pas du mal qu'elle nous faisait puisqu'elle a subi. Elle se dit que si je subis, c'est forcément du bien, ce n'est pas du mal. Elle le dit à la fin du livre, mes petites filles ne seront pas excisées. Parce que, comme on le dit, le monde a évolué. Par rapport à la loi, donc on sait qu'il y a une loi depuis 1998 qui donc condamne l'excision. L'excision est passible de 1 an à 5 ans d'emprisonnement
et également d'une amende, je crois entre 360 000 et 2 millions de francs CFA. Malgré le passage de cette loi, l'excision continue, mais il y a plusieurs campagnes donc, de sensibilisation qui ont lieu dans les zones à forte prévalence d'excision et ailleurs. Par contre, certains se plaignent et trouvent qu'en fait la loi ne condamne pas assez les excisions. Et qu'il y a souvent, excusez-moi, des arrangements donc, au niveau des autorités locales et des chefs religieux ou entre des membres de la population et de l'administration. Donc en quelque sorte que la justice laisse faire et laisse passer à cause de la tradition. Quelle est selon vous l'efficacité des campagnes de sensibilisation et surtout la pénalité donc maintenant de l'excision? Est-ce que ça a eu un effet? La sensibilisation doit se poursuivre. Ça doit se poursuivre, mais je dirais avec plus de détermination en direction des religieux, parce qu'il y a l'explication religieuse qui vient derrière pour dire que c'est l'islam qui encourage cela. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'en est rien, puisque nous avons même une organisation islamique dirigée par l'imam Sissé Guiriba, qui fait un travail formidable dans ce sens. Au-delà de la sensibilisation, au-delà de la pénalisation, je me demande qu'est-ce qu'on peut sortir comme marteau encore. Parce que dans leur tête, ceux qui sont convaincus que sans ça, leurs filles ne sont pas propres, c'est difficile d'enlever dans leur tête. Moi, j'avais une question concernant donc les exciseuses. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on les initie, entre guillemets, donc, à cette pratique et qu'est-ce qu'elles font en fait le reste de leur vie. Parce que j'ai vu un reportage où il y en a certaines qui disaient que c'est ça leur travail et c'est ça leur responsabilité donc, au niveau de la communauté. Donc, est-ce que vous savez comment peut-être les reconvertir? J'avais un projet de reconversion en accoucheuse. J'ai eu vent de ça, il y avait un projet. Généralement, les excisés, c'est souvent de mère en fille, c'est souvent dans la même famille qu'on se passe le relais. Et il y a également ce projet, comme j'aime à le dire, créer l'école. Créer l'école et ces femmes-là peuvent le faire. C'est des femmes qui sont parfois très denses. Spirituellement, qui sont denses, elles ont du savoir quand même. Elles ont du savoir qu'on pourrait utiliser. J'aimerais vous demander, donc, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites donc pour sensibiliser les populations et pour lutter contre l'excision, contre cette pratique? Non, moi, pour le moment, c'est mes livres. Ok, donc j'ai pas de... Voilà, la lecture. La lecture, oui, la lecture, c'est surtout... C'est surtout les intellectuels, éduqués, oui. Voilà, des femmes éduquées qui puissent également, en le lisant, quand on va au village et autres, échanger avec les uns et les autres, dire que vraiment la pratique, voilà ce que ça fait chez nous, on peut quand même l'arrêter parce que si notre sœur a eu à parler de ça dans le livre, ça veut dire que quelque part, il y a encore quelques soubresauts. Vous sentez donc des retours et des personnes qui les lisent dans ces régions-là, vous avez l'occasion de pouvoir discuter avec eux? Des retours pudiques. Ok. Certains qui estiment que c'était pas assez, ne trouvaient pas bien que j'en parle, parce que pour eux, c'est quelque chose de trop secret. C'est encore quelque chose de douloureux pour eux. Donc, alors que j'avais un message à passer, et donc pour moi, il était idoine que je trouve des thèmes pour ne pas lasser mon lecteur. Quand je venais à l'écriture... Vous avez réussi, vous, à pardonner, à comprendre. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes, malheureusement. Même si souvent, certaines d'entre elles se battent contre l'excision, il y a toujours cette douleur, cette peine avec laquelle elles doivent se battre. Donc, qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que vous leur adresserez comme message? Le grand message que je leur dis, qu'est-ce qu'on a à s'en faire pour quelque chose qu'on ne peut plus changer? Je me dis quelque part, il faut réussir, c'est ça la force du caractère, il faut réussir à faire le deuil. Il faut trouver toutes les voies qui puissent vous aider à franchir ce pas-là. Merci beaucoup, Madame Bakayoko, d'avoir été parmi nous et d'avoir répondu à nos questions et accepté bien sûr de partager votre expérience avec nous. C'est moi qui vous remercie, parce que c'est un moment de partage. C'est vrai que je suis venue parler de mon histoire, mais en même temps, quand je parle de moi, je parle des autres. Parce que forcément, il y a des gens, il y a des femmes qui subissent encore les affres de l'excision. On a toutes été excisées chez moi à la maison, toutes mes sœurs. Mais on a pu faire le deuil de notre excision. On a dépassé d'étapes parce que quelque part, on a eu cette maman forte-là. Nous avons subi l'excision, mais nous sommes des femmes fortes. Et je le dis à ma fille, je dis aujourd'hui, elle ne va pas subir l'excision parce que
Le monde a changé. Et donc, c'est ce combat-là que je mène en parlant de l'excision. Et que le Seigneur, je dirais, guérisse mentalement toutes ces femmes qui ont subi cette excision-là, pour qu'elles puissent faire le deuil de cette étape de leur vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Bakayoko. Vous pouvez donc retrouver le livre On me l'a ôté de Mawa S. Bakayoko dans toutes les librairies d'Abidjan. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez beaucoup appris, que vous avez été intéressé par le sujet de l'excision. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.